Et merci à l'école 42, aux Digital Ladies, à Engie de m'avoir invitée. J'en suis très très heureuse. Oui, en effet, j'ai rencontré Steve Jobs, en même temps on a le même âge, ce qui prouve qu'il y a bien des destinées quand on est en 55. Donc oui, Steve Jobs, grosso modo, sa vie s'est arrêtée. Donc il ne faut pas croire que la réussite professionnelle et sociale, la richesse, soit forcément la chose ultime à poursuivre. Grandir, oui, grandir, parce que j'ai eu une crise de croissance à 60 ans, j'en ai 64 aujourd'hui, bientôt 65. J'ai grandi de 6 cm à 60 ans. Oui, je vous assure. Je vais vous le raconter. Alors, c'est un honneur ce soir d'être là à l'école 42 avec vous toutes. Et vous tous, y en a-t-il quelques tous? Oui, levez la main. Ben non, il y a surtout des toutes. Hein. Allez, vous, tu te sens pas trop seul? Voilà. Je vais vous parler de la valeur qu'a chaque individu. Je vais vous parler du voyage que chaque individu a à parcourir pour vivre sa vie. Pas votre vie, ta vie, sa vie, la tienne, ma vie, ta vie. Sa légende personnelle et sa légende dans la société. Et je vais tenter pour ce faire d'esquisser un chemin parmi tant d'autres. Je ne suis ni une icône, ni un rôle modèle. Mon chemin, c'est celui d'une fille entêtée. Alors, toutes ces valeurs dont j'ai envie de vous parler, elles ne se justifient que par une chose, par l'espoir qu'elles soient invasives et contagieuses, et qu'avec ces valeurs, le monde que nous connaissons aujourd'hui devienne plus juste, plus respectueux, plus inclusif, plus divers. Allez, on va se faire mal, je vais prendre 15 jours d'avance, mais c'est juste pour pratiquer, j'ai 65 ans. Puis ça sonne mieux, finalement. J'ai 65 ans et ma génération n'a pas fait forcément les justes choix. Je suis longtemps restée murée dans des fidélités, des héritages, un égocentrisme, de l'égoïsme. J'ai fait des erreurs, oui, comme beaucoup. Et il a fallu que mon corps secoue mon âme pour que je m'éveille. Et c'est ça que je vais aussi partager avec vous. C'est un parcours qui est fait d'échecs, de rebonds, d'errances. Je m'appelle donc Nadalette Lafonta et je suis écrivaine aujourd'hui. Vivre sa vie, c'est ma chance aujourd'hui, plus que jamais, mais c'est aussi votre chance. Et ça devrait être la même chance, un choix pour tous et pour toutes, dans l'entreprise comme ailleurs. Et en fait, cette entreprise où vous voulez peut-être rentrer ou qui quelque part va être votre client, qui inonde la sphère économique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, l'entreprise, ce n'est qu'un miroir du monde. Rien de plus, rien de moins. Et c'est pour ça que quand on fait un témoignage sur la carrière, sur le professionnel, ce n'est pas seulement un témoignage économique, social, professionnel, c'est en fait aussi un récit de vie. Alors, on va revenir à mes débuts, non pas en 55, parce que là, ça fait vraiment trop loin. On va revenir dans ces années 80, qui étaient des années fric, des années glamour, et où avoir une carrière, ça voulait dire être adaptable, adapté, réussir. Un grand mot, réussir. Un gros mot parfois. Mais sans état d'âme à l'époque, ni grande conscience. Et franchement, ça a marché. Hein. J'ai créé ma carrière et ma zone de confort social et financière, bien et sans regret. Alors la première clé que je veux partager avec vous, je vous en signalerai quelques-unes, c'est qu'il ne faut jamais regretter. D'abord parce que ça ne sert à rien le regret et le remords. Et puis, ce que nous vivons à une époque de notre vie, c'est une étape. Et il y aura d'autres étapes. Et chaque étape est nécessaire pour devenir la personne que nous sommes ou que nous allons devenir aujourd'hui. Moi, ma vie professionnelle, elle s'est faite entre trois fonctions.
Alors, je vous parle essentiellement de boulot parce que vous êtes dans un univers professionnel et que c'est intéressant de voir ce parcours par rapport à la lumière des postes que j'ai pu avoir. Donc, j'ai eu trois types de postes, de la communication, du marketing et puis de la gestion des talents. Et toujours, parce que c'était ce qui me faisait flasher à l'époque, pour des marques ou pour des entreprises plutôt prestigieuses et internationales. Alors, la première période, la série 1, vous savez, comme dans n'importe quelle série, Les Sopranos, ça a été 20 ans de communication où j'ai appris vite, j'ai grimpé rapidement contre vents et marées dans des agences de communication, chez Renault, chez Apple Computer, donc comme disait Mérette, chez Thomson CSF. Et je suis devenue excellente. Franchement, j'ai appris l'excellence. Et pour moi, j'étais Madame Parfaite. Et pour les autres aussi. Un peu chiante, Madame Parfaite. Mais quand même. Et cette période de 20 ans, donc grosso modo 20 ans, 40 ans, elle a construit celle que je suis aujourd'hui. Parce que mes difficultés à l'époque, je ne savais les résoudre, et je les résolvais, qu'en guerrière, comme un Terminator, en jupon, sur le terrain. Arnold Schwarzenegger, moins les muscles. Mais ça y allait. Et j'étais jamais, mais jamais contente. Le job devait être toujours mieux demain ou ailleurs. Et d'ailleurs, je changeais de job tous les 3 ans pour gagner plus, parce que j'en avais marre, parce que je m'emmerdais, parce que j'avais envie de faire autre chose, parce que j'avais envie de grimper. Et Wonder Woman, hyperactive, c'est cela dont j'ai parlé dans mon TEDx, rien ne nous arrive par hasard. Et visiblement, c'est une problématique qui touche toute génération. Ensuite, il y a eu une deuxième période qui a d'abord été davantage une période de réflexion et de stratégie. Peut-être que j'étais devenue un peu plus sage, un peu moins idiote, un peu plus intelligente, je ne sais pas. Et c'était chez IBM, donc au niveau mondial. Et ce qui a été très riche dans cette période, c'était une période très riche d'enseignement, d'apprentissage culturel. Parce que française dans un milieu américain, parce que parisienne dans un milieu international, parce que femme dans un milieu d'hommes. Donc, toutes ces raisons ont fait que j'ai eu à m'adapter et à me confronter au monde qui existait et aux gens, et à apprendre à mieux communiquer et à mieux négocier et passer avec eux. Alors, à ce moment-là, j'ai aussi découvert, avec une certaine stupeur, que mes difficultés certaines, de femme, à obtenir la juste reconnaissance de mes efforts professionnels en entreprise, que j'avais cru avec innocence normale, ne l'étaient pas. Je parle d'égalité, je parle de promotion, je parle de reconnaissance, je parle de primes financières, je parle de position, je parle de salaire, je parle d'accès à des chances égales, et je parle aussi de harcèlement. Parce que dites-vous que ce que nous vivons aujourd'hui avec MeToo, avec les Césars, avec tout ce qu'on voit, à l'époque, quand j'ai fait la guerre, c'était juste quelque chose qui était normal, c'est-à-dire qu'on était harcelé et on n'avait vraiment qu'à se taire parce que même si on l'ouvrait, personne, je dis bien personne, ne vous écoutait. C'était pas particulièrement agréable. Et j'ai des souvenirs d'une boîte que je ne nommerai pas, mais qui est celle la plus glamour pour laquelle j'ai travaillé, où en fait je me suis fait virer proprement, rapidement au bout d'1 an, parce que je ne voulais pas coucher avec mon directeur du marketing. Point final, il y avait pas, je performais, j'étais excellente dans mon job, je ne voulais simplement pas m'allonger. C'était pas que je ne voulais pas coucher avec des hommes, mais pas avec lui. Il n'en était même pas question. Et ça lui a pas plu, et ça m'a pas plu non plus. En fait, derrière tout ça, en effet, il y avait aussi la notion de pulvériser le plafond de verre. Et dans cette partie de pulvérisation du plafond de verre, j'ai découvert avec IBM Europe la diversité et la nécessité pour que chacun et chacune ait sa place d'être écouté et d'avoir une politique diversité.
Alors, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Certains systèmes, certaines entreprises, certaines grandes entreprises créent puissamment les conditions de la parité. Alors, peut-être pas par seule générosité, non, mais parce qu'ils savent, ils ont enfin compris que la diversité était le gage de leur survie. Et une des choses que j'espère, c'est que cette prise de conscience des grandes entreprises qui, stratégiquement, ont compris que la diversité était clé, elle va se diffuser, imprégner toutes les strates de la société, notamment d'entreprises moins importantes et au niveau individuel, pour que la réflexion sur la diversité se fasse, certes, au nom des valeurs, mais aussi parce qu'elle est un besoin économique. Dans cette période où j'étais chez IBM Europe, j'ai aussi découvert les réseaux féminins. C'était aux alentours de l'an 2000. Vous allez dire que j'ai mis du temps. Oui, j'étais pas très militante avant. Et ces réseaux féminins, ils permettent un espace entre femmes où la parole peut se libérer en toute sécurité. Il y a aussi des réseaux féminins en entreprise. Et là, un autre outil formidable, c'est le mentoring, qui aide, qui soutient les femmes en leur permettant de s'appuyer sur des gens qui ont une expérience autre et qui sont mieux intégrés dans l'entreprise, à obtenir une place juste pour elles dans la société, dans le monde du travail, en fait une place qui leur appartient, la juste place. Et diversité et inclusion, c'est extrêmement important, parce qu'en fait c'est la mort des ismes et des phobies. Donc c'est vraiment des prises de conscience fondamentales. Alors je vais finir par vous parler de la troisième période professionnelle, et ensuite on passera sur des choses un peu plus, disons, intimes. Ça a été une période de management et de développement des hauts potentiels, où j'ai eu carte blanche pour la création et la mise en œuvre d'un programme mondial de développement des hauts potentiels, c'est-à-dire ces jeunes de 30 ans qui ont tout en eux, qui vont être les dirigeants de demain et qu'il faut aider à réfléchir, à donner du sens. J'ai accompagné pendant près de 10 ans, comme manager de talent, les promotions de 40 espoirs internationaux par an. Et c'était un sacré sujet de réflexion parce que c'est plus de 400 jeunes hommes et femmes. Réflexion sur cette expérience, ces expériences et la mienne qui m'ont fait évoluer sur l'éthique, sur la mission, sur la vie. Et j'ai acquis la conviction, mais hyper profonde, que les bagages qu'on se trimballe dans sa vie perso se reflètent dans la vie pro. Et de même que les bagages qu'on se trimballe dans la vie pro se reflètent dans la vie perso. C'est-à-dire la clé numéro 2 que je veux partager avec vous, c'est que l'individu, d'un bout à l'autre de sa vie et de la pyramide sociale, ne peut pas faire l'économie d'un travail de connaissance de soi, perso et pro, parce qu'ils se font écho et miroir. Donc nous n'avons pas deux vies, une pro, une perso qui ne se rencontrent jamais. Non, on en a une. Elle est riche, elle est complexe. Et j'ai adoré, honnêtement, ce dernier job. Et en voyant ces jeunes gens et ces jeunes femmes de 30 ans, alors que j'en avais à peu près 50, se réaliser, bien moi j'ai réalisé, en entendant leur désir, le désir de ces jeunes talents, combien j'avais abandonné, malgré des succès évidents, mes espoirs et mes désirs de jeunesse. Alors même si ma vie professionnelle avait été brillante, riche, même si elle avait réparé mon insécurité fondamentale d'enfant mal aimé, j'avais vécu, mais à côté de ma vraie vie, dans une réalité qui n'était pas vraiment la mienne, pas dans mon destin. Et encore une fois, pas de regret. La vie, c'est une construction permanente et on est en travaux. La clé numéro 3, c'est simplement, ok, on est en travaux, mais il ne faut pas oublier le dessin de départ. Notamment, le rêve de mes 18 ans, qui était d'être écrivaine. Et je ne l'avais certainement pas suivi, par conformité, par peur de l'échec, peut-être par peur de réussir, et puis aussi parce que écrire des livres, ça ne fait pas vivre sa femme. Donc économiquement, ce n'était pas viable. Donc j'avais enterré ce désir, mais bien enterré. En même temps, tant qu'à faire, soyons pratiques,
J'avais oublié l'écoute, j'avais oublié le respect de moi-même pour servir les ambitions et les intérêts des autres. En femme de pouvoir, certes, mais le pouvoir, ça peut s'exercer publiquement, et à ce moment-là, on est dans la puissance, ou ça peut s'exercer de façon plus ambiguë, plus manipulatrice, pour appeler les choses par leur nom, et j'étais une femme de l'ombre qui n'exprimait qu'une partie d'elle-même en mettant les autres en lumière. Et c'est là que la résilience va entrer en scène, avec peut-être la conscience, parce que si on n'écoute pas sa voix intérieure, si on la muselle, tôt ou tard, elle va s'exprimer fortement. Et la vie, le destin, après quelques alertes, quelques signaux, se sont rappelés à moi, pas dans la douceur, par le biais de mon corps, qui était un peu épuisé par mon rythme effréné à 300 à l'heure. Le 14 octobre 2014, il y a des dates dont on se souvient, une légère scoliose d'enfance, alors là, rien de grave, on a pratiquement toute une scoliose, hein, mais non traitée parce que j'avais vécu à l'arrache, je respectais pas mon corps, était devenue une scoliose de 73 degrés de double courbure. Et 73 degrés, moi je suis pas très tech, pas très géométrie, pas très mathématique, mais globalement, je vous dis un truc, c'est beaucoup. Et il n'y avait plus qu'une solution, c'est l'arthrodèse. Et l'arthrodèse, ça fait rêver personne parce que c'est exactement la photo de la couverture de mon livre qu'a eu l'amabilité, une de mes copines, de faire à la palette graphique. C'est-à-dire, c'est ce truc-là, c'est pas une colonne vertébrale, c'est 2 tiges de métal avec des vis. Et c'est ce que j'ai dans le dos. Alors, en effet, ça m'a fait grandir de 6 cm à 60 ans, parce qu'on a redressé la colonne. L'arthrodèse, je suis partie à l'opération, par avis, mais je suis partie. Ça, c'était le 14 octobre. Et le 15 octobre, c'était pas du tout le scénario attendu. On m'a réveillée, mais paraplégique, paralysée, en fauteuil. La moelle épinière lésée. Je ne remarcherai jamais plus. Et j'étais enfermée pour 9 mois à l'hôpital. 9 mois? Mesdames, ça vous fait penser à quoi? Nonobstant d'hyperactive, j'étais même pas capable de lire ou d'écrire. D'actrice de ma vie, quand même, j'étais devenue spectatrice. D'indépendante, totalement indépendante, avec pour accès, pour liberté, ce que mes mains pouvaient atteindre de mon lit ou de mon fauteuil. C'est pas énorme, hein, comme liberté. J'étais plus mère, j'étais plus femme, j'étais plus manager, j'étais plus rien. Ma famille était explosée. Et franchement, entre vous et moi aussi. Je savais, et je sais, que je ne vis plus jamais comme eux, comme vous, libre aussi peut-être un peu, mais autonome. Donc, pendant ces 9 mois, ayant mon corps, ce corps que j'avais jamais écouté pour m'être, j'ai pris le temps, d'une intense réflexion, aussi d'une intense rééducation physique, dans tous les sens du terme, pour m'aligner, cœur, corps et esprit. C'est passé par un deuil de moi, tel que j'étais avant, de mes capacités, de ce que je connaissais si bien, de cette zone de confort, de pouvoir, de boulot, d'hyperactivité, par une acceptation lente. Ça s'est pas franchement pas fait du jour au lendemain. Et puis d'une transformation liée à l'acceptation. Et ce que je veux partager avec vous, c'est que l'épreuve, quelle qu'elle soit, et on a tous et toutes des épreuves, que ce soit un chômage, que ce soit une maladie, que ce soit un chagrin d'amour, que ce soit une frustration, que ce soit perso, que ce soit familial, que ce soit des échecs, ce que vous voulez, ça doit être la clé d'une transformation. Ça peut et ça doit être l'émergence d'un projet avec du sens pour soi. Vous ne pouvez pas vous occuper des autres si vous ne vous occupez pas bien de vous-même d'abord. Et il n'y a pas forcément, je vous rassure, besoin d'une paraplégie pour se transformer. Après ces 9 mois, j'ai réappris à me tenir debout, à remarcher, un peu plus comme Laurel et Hardy, quand même
avec la silhouette de Stan Laurel. J'aurais pu avoir celle de Hardy, donc j'ai échappé au pire. Et puis, à vivre différemment. Oui, différemment, plus lentement, plus de difficultés, des douleurs, de la perte d'autonomie. Mais savez-vous quoi? Moi-même pleinement. Parce que si j'ai un handicap relativement invisible, et c'est un autre problème, je ne suis pas mon handicap. Et la quatrième clé que je veux partager avec vous, c'est que je ne suis victime de rien, ni de personne, si ce n'est de moi-même de temps en temps. Vous également, vous n'êtes victime de personne. Et ayant appris à m'aimer et à me respecter, j'ai finalement réalisé le rêve de mes 18 ans, je suis devenue écrivaine. Alors, mon livre « Le roseau penchant », donc « Histoire d'une merveilleuse opération », il a été publié, il est sorti en librairie le 15 octobre 2017, soit 3 ans, jour pour jour, après mon opération. Bon, si on ne croit pas au destin, on peut quand même se poser de vraies questions. Et depuis, le champ des possibles se déploie. 20 conférences en un an, le 3 décembre 2018 avec Gaïa, que vous connaissez, le théâtre Mogador devant 1500 personnes avec un TEDx, rien ne nous arrive par hasard, qui a été mis sur YouTube le 20 février 2019, qui cartonne, qui a plus d'1 million de vues, qui est traduit en anglais, en espagnol, en japonais. Ma communauté japonaise étant encore assez limitée, je n'ai pas vérifié la traduction, mais ça va venir. Un prix à l'Olympia, donc en octobre dernier, je suis montée sur la scène de l'Olympia, ce qui est quand même un truc complètement fabuleux, parce que ça pulse comme scène, on sent tous ces artistes qui sont passés par là, qui ont laissé des traces, etc. C'est un endroit magique. Et puis, en sortant de l'Olympia, j'avais quelques copines, on était un peu excitées, hein, des gamines de vieilles gamines, mais des gamines quand même, en vadrouille sur le trottoir à la sortie, elles me disent « Alors, quelle est la prochaine scène ?» Et en me marrant, parce que je trouvais ça franchement drôle, je dis « Oh, j'irai au Zénith. Demain. » Je ne le savais pas, je vous le jure, sur la tête d'Emma, déjà, et éventuellement même sur la tête de mes filles. Une semaine après, je rencontrais Solène Thomas de cette formidable association d'Éclore, cette association humaniste, qui me disait « On a le Zénith, c'est la première fois qu'une association finance et prend le Zénith. C'est la première fois qu'il y a 100 femmes sur scène, alors que d'habitude, c'est une scène sans femmes. » Je vous remercie du jeu de mots. Sur cette scène, les femmes vont parler au lieu qu'on parle des femmes. Est-ce que tu veux être une des 12 femmes qui vont vraiment prendre la parole ? Pour un temps de 8 minutes, 30 secondes. Mais si on ne croit pas au destin, alors qu'est-ce qui se passe? Et puis il y a des rencontres, des liens qui se tissent. Et il ne faudra pas une opération pour mon deuxième livre, il est en cours d'écriture. Je suis responsable de ce que j'ai fait, ou pas, de ce que je fais, de ma vie, de ma santé. Vous aussi, vous êtes responsable. Oui, vous êtes responsable, et avec les 5, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes responsable, mais vous n'êtes pas coupable. Et ça, c'est très important. Je n'ai pas de regrets. Il n'y a pas d'échec ou de réussite. Il y a des étapes, un chemin pro et perso de ma vie, de votre vie. Ce sont les deux faces d'une même médaille, d'une même personne, d'une même vie. Aujourd'hui, je suis écrivaine, ma vie est différente. Je vis ici et maintenant. Je ne suis pas en train de regarder demain, je ne suis pas en train de regarder ailleurs. Je suis là. Ma chance, c'est d'avoir un message à porter sur l'écoute, le respect de soi, sur le lâcher-prise, sans jugement, de nos croyances qui sont devenues souvent limitantes, sur l'importance d'aligner son cœur, son corps et son esprit, sur la confiance en soi. Oui, mesdames, la confiance en soi. On répète tous en chœur? La confiance en soi. Bon, alors là, je ne vous dis pas que c'est une clé, mais globalement, je vous l'ai bien ancrée, celle-là. Hein. Donc, sur la confiance en soi et sur la vie. Je ne suis pas un gourou. Non, je suis une passeuse de mots. Je m'expose parce que l'authenticité seule touche le cœur des gens et c'est un risque que j'assume.
Cet accident de la vie, merci mon chirurgien, la paraplégie, m'ont conduit à écrire, à dire, à m'engager. L'éducation dont nous avons bénéficié, dont vous bénéficiez, dont vous allez bénéficier, nous permet de sortir du trou et de construire un avenir. Elle nous permet d'égal à égal de créer, d'entreprendre, de gagner sa vie dignement. La clé numéro 6 et la dernière, je pense profondément, je crois, que nous vivons tous et toutes ce que nous sommes capables de vivre dans des vies qui se construisent par étapes et que nous pouvons honorer en nous-mêmes et en l'autre. Je vous attends dimanche à 16h au Zénith et je vous remercie de m'avoir écouté. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y en a qui ont envie de poser une question, de faire une remarque, partager quelque chose? Bravo. Merci. C'est impressionnant. C'est impressionnant la capacité que vous avez eue à rebondir et on aimerait tous être en capacité de le faire. Quand vous racontez votre histoire, on a l'impression que vous avez été seul, que vous avez décidé seul, que vous avez avancé seul. Est-ce que vous étiez réellement seul? Alors, dans la première partie de ma vie, c'est-à-dire la vie professionnelle, oui, plutôt, parce que, enfin, dans ma partie d'enfance et d'adolescence, complètement. C'est-à-dire que j'étais dans une famille aisée, mais franchement pas soutenante. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis barrée. Donc, en effet, je me suis retrouvée seule dans la vie. Après, bon, j'ai rencontré beaucoup de gens, mais pas dans l'intimité la plus totale. Et puis, dans ma vie professionnelle, j'ai démarré seule, j'avais pas de réseau. J'ai appris très vite la force et les bénéfices du réseau. Donc j'ai été toujours accompagnée par des gens avec lesquels je discutais, à qui je ne demandais pas immédiatement un service, parce que c'est pas ça le réseau, c'est pas exploité, mais avec lesquels il y avait des échanges. Donc en ce sens, non, j'étais pas complètement seule dans ma vie professionnelle, mais en même temps, j'ai jamais été ni soutenue par un patron, par quelqu'un qui m'a poussée, etc. Je prenais un peu les trucs à l'accroche. Et puis ensuite, en effet, il y a eu cet accident opératoire et je pense que j'ai été soutenue par ma famille, mais c'était aussi un choc. Il faut voir que la famille, c'est un système. Et quand il y a un élément, surtout un élément fort, qui était très protecteur dans la famille, qui organisait tout pour tout le monde, tout, enfin comme toutes les mères, mais avec trop. Je veux dire, j'ai toujours préempté les désirs des autres. Le jour où cet élément disparaît, tout ce qu'on faisait disparaît avec soi et tout le monde est explosé. Et c'est vrai que mon mari et mes enfants ont été près de moi, mais ils ont été dans un tel choc et dans une telle douleur, c'était tellement insupportable, par exemple pour mes filles, d'imaginer cette mère qu'elles admiraient, qui brutalement était sur un lit médicalisé, qui se faisait pipi, et ça c'est la version édulcorée, dessous avec des couches culottes, qui pleurait, qui ne pouvait plus lire, qui était en train d'attendre qu'on veuille bien lui parler, etc. C'était juste insoutenable. Donc, en fait, la reconstruction, la construction, la rééducation s'est faite avec ma famille, mes amis. J'étais très soutenue par mes amis. Mais la reconstruction profonde, elle a été seule avec moi-même, parce que c'était à moi de prendre ces décisions. Bon, ensuite, il y a eu une période où, en effet, ça c'est devenu un chouïa plus doux, puisque j'ai commencé à écrire, à refaire des conférences, etc. Et c'est vrai que le travail d'écrivain est un travail solitaire, que le travail de conférencier aussi, et que j'ai repris des habitudes de fonctionnement assez seul, mais en même temps toujours en réseau, toujours en lien. Et j'allais dire qu'il y a d'autres ouvertures. Je rencontre beaucoup de gens qui ont vécu à qui mon livre ou le TEDx résonne, mais pour des raisons les plus diverses. Hein. C'est pas parce qu'ils sont passés par la case Arthrodèse. Il y a des trucs qui se passent. Et là, je ne suis pas seule parce que je suis en lien. Et en effet, dans un collectif, par exemple avec Éclore, et c'est autre chose. Mais je pense qu'il faut apprendre à vivre seul pour pouvoir vivre ensemble. J'avais une question, donc, dans votre reconstruction et donc dans votre rétablissement, est-ce que vous avez eu recours à des exercices physiques, sportifs, pour
retrouver aussi votre énergie? Il y a eu une première partie qui est très médicale, parce que de toute façon le corps est dans un tel état que on passe par ce que vous disent les médecins, ce que j'aime pas tellement d'ailleurs. Et en fait, la première reconstruction physique, elle est dans des mini-mouvements puisque le corps répond pas. Donc on est en effet à Garches sur des tables de verticalisation, il y a des kinés, c'est chouette et ça doit être comme ça à ce moment-là. Et puis après, ce que vous propose la médecine, je vais être vache, ce que vous propose la médecine, moi, me va pas, parce que les antidouleurs, ça vous fait exploser. Ok, on a pas mal, mais on n'a plus de cerveau. On m'a fait essayer la kétamine, qui est une forme de LSD, ça m'a pas enchanté. Les antidouleurs sont quand même créent plus de dommages et d'accoutumance que de bien-être. Donc j'ai arrêté tout ça. Et puis, je pense que le travail essentiel que j'ai fait, il est d'ordre psychologique et en conscience. Bon, j'ai dès le départ à Garches, j'aime beaucoup Deepak Chopra, donc j'ai tous les jours pris des méditations. J'avais pas Internet à Garches, j'avais des méditations sur mon iPhone. Donc tous les jours, j'écoutais des méditations plusieurs fois par jour. Je pouvais pas lire, je pouvais pas écrire, je pouvais rien faire. Donc les méditations, le casque dans les oreilles. Donc la méditation, oui, a été quelque chose d'assez important pour moi. Et puis après, bon, quand je suis revenue à la vie civile, j'avais rencontré une femme avec laquelle j'avais fait un travail de développement personnel qui s'appelle Catherine Henry Plessier. J'ai fait un travail de 3 ans avec elle, en groupe, bon, qui m'a aussi remis dans un collectif. Et puis aujourd'hui, je vis un truc qui est assez intéressant parce que quand on est paraplégique, on vous dit vous allez récupérer un certain nombre des neurones, c'est-à-dire les connexions des jambes qui étaient foutues, jusqu'à un certain point pendant 1 an, et puis après, on fait de l'adaptation parce que vous n'avez plus rien récupéré. Et en effet, jusqu'à il y a 6 mois, ça a été ça. Donc je récupérais rien, je m'étais adaptée, et je faisais comme je pouvais, avec une canne, 2 cannes, bon voilà. Et il y a 3 mois, du fait des grèves, je sortais pas assez, je devenais un peu dingue. Et j'ai décidé que je me remettais au yoga et au pilates avec une jeune femme que j'ai rencontrée. Et on bosse, mais comme des dingues. C'est-à-dire qu'elle vient à la maison 3 fois par semaine. Et c'est vraiment les Jeux Olympiques en version on va vers le podium. Et en même temps, c'est très en conscience. C'est-à-dire que on arrive à voir à quel point la jambe gauche a certaines forces et certaines faiblesses à certains endroits, et la jambe droite est complètement différente. C'est-à-dire, elle m'amène à une conscience des muscles en faillite, non pas pour aller rechercher les forces, mais pour aller travailler les faiblesses. Vous ressentez encore de la douleur? Oui, tous les jours. D'accord. Objectivement, oui, mais je prends le minimum de trucs possibles. Je mets plutôt de la chaleur bref. Et c'est là où le corps est intéressant, c'est qu'en effet, bon, je vais pas partir pour un marathon tout de suite, hein, mais ça va mieux. Depuis 3 mois, je ressors toujours pas seule dans la rue parce que je me casse la gueule quand même beaucoup, mais je sors avec 2 cannes au lieu de sortir avec une canne et la main de quelqu'un. Je fais des trucs que je pensais pas faire. Donc je pense que de toute façon, il y a d'autres solutions que la médecine traditionnelle, heureusement. Je pense que l'effort individuel, la pratique individuelle fait que ça marche. Oui. Et puis il y a un moment où ça marche, c'est-à-dire que peut-être il y a 2 ans, je pouvais pas faire ça en effet. Je dois dire que je suis agréablement surprise parce qu'en fait, je suis venue ici pour emmener mes frères et sœurs découvrir 42. J'étais venue l'année dernière faire une petite immersion piscine suite à un changement de vie et une décision. Je suis extrêmement touchée parce que je dois dire que votre témoignage est vraiment incroyable. Il y a mesdames, vraiment, nourrissez-vous de tous ces mots qu'on a entendus, qui sont la résilience, qui sont la responsabilité. C'est incroyable. Je travaille aujourd'hui dans un domaine qui est les neurosciences. Et je vous invite aussi à vous renseigner, à aller plus encore vers la connaissance de soi, parce qu'il y a vraiment une des clés que vous avez dit, qui est l'alignement du cœur, du corps et de l'esprit. Nous sommes des femmes et nous femmes, nous avons aussi des conditionnements qui nous ont aussi un peu égarés de nous parfois et de nos douances, de nos sensibilités qui sont des grandes forces, qui sont des richesses. Et je suis complètement... il y a plein de choses qui me parlent, je trouve ça génial. Et je voulais vous demander, vous, par rapport à la surdouance, et quand vous avez accompagné ces hauts potentiels, est-ce que vous-même, vous avez eu un questionnement personnel justement sur
vous, la douance, parce que quand vous parliez de votre première expérience, de cette facilité finalement à vous adapter, à mener des combats, votre intelligence, et puis on sent quand même une sensibilité qui a été parfois bridée par, comme beaucoup, peut-être la société, voilà, on a des époques aussi où on peut révéler des choses ou pas, mais est-ce que vous avez fait un chemin personnel vers, vous questionner sur peut-être des questions de douance féminine ou pas vraiment pendant longtemps, parce que je me suis dit, bon, la société est comme ça, faisons comme si on l'ignorait. Ça se passe pas. Et puis là, récemment, en effet, j'ai un gros intérêt en effet sur les neurosciences, indéniablement. Et puis il y a tout ce mouvement autour des zèbres, etc. Et moi, je pense pas que j'étais particulièrement surdouée, mais ce que je pense, c'est que à partir du moment où on retrouve cet alignement et on est vraiment dans son chemin de vie, il y a une ouverture qui est quasiment illimitée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de vouloir. À ce moment-là, ça se fait. Donc, j'allais dire, je vais pas dire que je suis surdouée, je vais dire juste que je suis ouverte. Et qu'à partir du moment où je suis ouverte, ce qui doit arriver, arrive. C'est aussi con que ça. Et je le vois chez des tas de gens dans des domaines les plus différents. Maintenant, je pense que sur les générations qui viennent, et ça, c'est vachement important, en effet, il faut leur expliquer au plus jeune âge qu'en effet, on a ces capacités induites, cachées, et qu'on peut les développer. Et si on les développe plus jeunes, en effet, on en profite avant 65 ans, quoi. Globalement, c'est un rapport qualité-prix, c'est mieux. Mais bon, moi, ça n'a pas été mon cas. Et je vois quand même beaucoup là, avec tous les groupes, que ce soit avec les Digital Ladies, et je pense que Meret sera d'accord, que ce soit avec Éclore, je vois beaucoup de femmes jeunes qui sont beaucoup plus alignées, qui a 20... Alors j'en vois aussi, je veux dire, c'est pas parce qu'on est femme qu'on est parfaite, mais j'en vois beaucoup de 25, 30 ans qui sont déjà bien avancés, qui commencent déjà à capter les trucs, et ça va vachement plus vite. Et puis, comme il y a un mouvement de conscience qui est quand même en train d'éclore, sans mauvais jeu de mots, non, c'était notre page de publicité, et indéniablement, ça vient taper. Moi, j'ai des trucs que j'ai appris professionnellement. Par exemple, j'ai un master en PNL. J'ai jamais pensé que ça allait me servir. Et puis, le jour où, en effet, je me suis retrouvée sur un lit d'hôpital et que j'ai dû retravailler ma rééducation, c'est venu me servir. Donc, il y a des tas de choses qu'on est en train de rassembler comme ça pour les filles de ma génération, mais pour les filles de plus jeunes. Le jour où elles veulent bien prendre confiance en elles, où elles ne procrastinent pas, où elles sont alignées, cœur, corps et esprit. Je ne regarde personne fixement dans la salle. Et tu ne rougis pas, Emma. Et mon Dieu, c'est bon, ça y est. C'est juste un petit alignement. Je crois qu'il y avait une personne par là. Bonjour madame, on vous remercie énormément pour votre présence ainsi que la leçon que vous avez donnée aujourd'hui à toutes, à tous, à toutes, parce qu'on en a vraiment besoin. La personne, elle trace son trajet, mais à un moment à l'autre, ça peut bouleverser, y compris moi, parce que j'ai passé presque un combat comme le vôtre. Donc, je vous remercie énormément pour votre courage, pour votre combat, pour votre exemple. Vous êtes l'exemple pour certains, pour plusieurs, parce qu'on ne sait jamais, la vie, elle nous réserve parfois des surprises. Ma question est, comment vous avez... qu'est-ce que ça a changé en vous, ce que vous avez traversé? Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a changé à la personne que vous étiez par rapport à autrefois? Alors, je crois que je suis plus ouverte et plus connectée, indéniablement. Je suis beaucoup moins tolérante à un certain nombre de trucs. C'est-à-dire qu'en effet, j'ai un chemin, et si quelqu'un essaie de me virer de mon chemin, je suis pas douce, du tout. C'est pas négociable là où je vais. C'est-à-dire que, très clairement, j'ai une de mes filles qui gentiment me disait mais maman, je te reconnais pas, avant t'étais disponible, là t'es plus disponible. Si, je suis disponible, je l'aime autant, je suis tout autant disponible, mais j'ai un chemin personnel que j'ai à respecter, et je ne peux pas à certains moments la prendre sur WhatsApp parce que je suis en train de faire une conférence et que c'est aussi important d'être en connexion avec vous. Je voudrais juste revenir sur un mot que vous avez dit, le son, non, pas le son. Je suis un non-modèle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de modèle. Il y a ce que chacune d'entre vous est,
et de ce qu'elle va en faire, parce que vous allez vous écouter sans suivre une voie que quelqu'un d'autre va imposer sur vous. C'est votre voix qui va venir. Bravo, bonne continuation. Merci. Bonjour, merci pour le témoignage, ouais, c'est très impactant. Alors je vais essayer de le formuler assez concrètement. Pour résumer, votre période d'introspection, ce qui s'est passé au niveau physique, etc., ce qui vous a finalement obligé à vous remettre en question et puis vous focaliser sur vous-même, ça vous a pris à peu près 3 ans. Et c'est à partir de ce moment-là que vous avez décidé de réaliser votre rêve, écrire, etc., et rentrer dans une autre phase professionnelle, indépendante. Si on prenait l'exemple d'autres femmes qui prennent ce même temps ou dont la survenance d'événements similaires pourrait arriver et qu'elles souhaitaient retourner dans l'emploi avec un changement de carrière, une épiphanie, quelle qu'elle soit, mais pas en indépendant, donc dans l'entreprise, quels conseils ou comment vous aborderiez les entretiens, ou comment on pourrait justifier cette période de coupure ? C'est ça. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on peut vraiment la justifier. À un moment, j'ai pris une année et demie sabbatique, je suis partie à travers le monde. Bon, il se trouve que le chômage, à ce moment-là, ça s'appelait le fromage, on signait et on touchait du fric. Ce qui a aidé beaucoup. Mais c'est vrai que cette période, quand je suis revenue, j'en ai jamais parlé, parce que à l'époque, c'était franchement pas cachère de dire qu'on était parti en année sabbatique. Ça faisait pas sérieux. J'avais 30 ans et un chouïa. Mais maintenant, le fait d'avoir quelque chose qui vous tient, des valeurs, d'avoir un projet sociétal, d'avoir de faire partie d'une association, etc., c'est demander aux étudiantes, c'est demander les entreprises ont besoin de ces gens qui ont d'autres valeurs, d'autres. Donc je crois qu'il faut juste être authentique. À partir du moment où on est clair sur le fait que on a quelque chose qui vous tient à cœur, mais que ça ne vous empêche pas, et au contraire, ça amène quelque chose d'autre à l'entreprise. Je vous prends un autre exemple. J'ai quelqu'un que j'admire beaucoup qui s'appelle Anne-Sophie Tuzuski, qui a créé Cancer at Work. Et Cancer at Work, c'est une association qui explique aux entreprises que oui, on peut réintégrer les femmes qui ont eu un cancer, et d'autant plus on les réintègre qu'elles ont des valeurs différentes, beaucoup plus fortes, des valeurs de résilience, des valeurs d'écoute, des capacités différentes, et que ça apporte, cette richesse aujourd'hui apporte, et c'est entendu dans l'entreprise, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Bon, moi, mon bol, quelque part, c'est que, j'ai pas su que je devenais écrivaine parce que j'ai écrit, et que c'est quand le bouquin était fini que je me suis dit « Ah, je suis dans la merde, j'ai fait un bouquin, qu'est-ce que je fais ?» Et il faudrait peut-être que je le fasse lire à mon mari et mes enfants, parce que sinon ils vont pas être contents. Et ils ont été chouettes, ils ont dit « Vas-y ». Et deuxièmement, j'ai l'âge que j'ai, c'est-à-dire que quand je suis sortie de Garches au bout de ces 3 ans, comme j'avais commencé à travailler très tôt, que j'avais eu trois filles, j'avais tous mes trimestres. Donc plutôt que d'aller traîner mes guêtres chez IBM, dont j'avais franchement pas envie, même si je les aime beaucoup, ils m'ont dit est-ce que tu veux revenir ? Est-ce que tu veux prendre ta retraite ? Je dis écoutez les gars, salut, je me barre. Et en effet, j'ai réduit ma voilure, j'ai réduit mes habitudes financières, mais globalement j'ai de quoi vivre, ce qui tombe bien, même si le handicap coûte cher. Et puis c'est un luxe quelque part, j'ai plus à gagner ma vie. Je l'ai largement gagné. Terminé. Mais ça, c'est vrai qu'il y a eu un bon timing pour ça. En même temps, il faut se dire aussi que j'ai 65 ans, que je ne vais pas avoir 40 ans devant pour faire des choses. Donc, il va falloir que je speed un peu. Je pense qu'il y avait beaucoup de monde qui avait envie de parler avec toi. Je ne sais pas si tu restes encore un petit moment, mais... un petit quart d'heure, 20 minutes. Un petit quart d'heure, 20 minutes. Tu as aussi une journée... on a une star quand même, parce qu'elle a pour demain enchaîné sur le Zénith. Je pense qu'elle mérite un énorme applaudissement. Merci.